Alors pour clôturer cette série des 7 parties que nous avons accueillies, qui ont fait la gentillesse de venir exprimer leurs idées et leurs programmes à notre micro, nous accueillons le dernier candidat, Aurélien Caron, qui est colistier Les Républicains, représentant de François-Xavier Bellamy. Voilà, il vient tout juste de poser sa veste. Et alors pour l'interviewer... Pour l'interviewer, on accueille Baptiste Marchal, lycéen à l'Institut national des jeunes aveugles. Et Gaël Vitali Derrien est de retour. Pour une dernière fois. On peut le dire, voilà, toujours le même principe. 19 minutes 45. Une présentation, c'est à vous pendant 3 minutes. Pour le jeu des questions-réponses. 30 secondes pour la question maximum. 2 minutes pour vous, pour la réponse. Et il y aura 1 minute en conclusion. C'est à vous de jouer. Et vous avez, en plus de ça, un micro. Bonsoir à tous. Déjà, je me permets d'excuser François-Xavier Bellamy qui aurait aimé être avec vous ce soir, mais que j'ai le plaisir de représenter. Je suis ravi d'être parmi vous à ce débat, à cette audition sur la question à la fois de la jeunesse et du handicap dans le cadre des élections européennes. Je m'appelle Aurélien Caron, je suis en 17e position sur la liste Les Républicains Nouveau Centre de François-Xavier Bellamy. Et je suis ravi parce que ça touche ce soir des thématiques qui me sont très chères. Déjà l'Europe, il se trouve que j'ai été étudiant dans cette école et lorsque je l'étais, j'étais président des jeunes européens, des jeunes du mouvement européen, donc c'est une thématique que je connais bien. Ensuite la question du handicap, on devrait dire des handicaps, puisque vous le savez, il y a une grande partie des handicaps qui ne se voient pas, à peu près 70 à 80%. Et finalement la question de la jeunesse, puisque jeunesse finit toujours par se passer, mais je n'ai que 33 ans, donc je ne suis pas encore complètement éloigné des personnes qui vont m'interviewer et je m'en réjouis, même si la limite approche. Alors sur la question du handicap, ce qu'on peut dire déjà nous, au sein des Républicains, c'est que cette politique, c'est pas forcément la première politique qui vient lorsqu'on touche aux questions européennes, puisque c'est d'abord une politique, comme les politiques sociales, qui sont au niveau national. Mais ça ne veut pas dire, comme j'ai pu l'entendre, puisque j'ai écouté certaines personnes qui m'ont précédé, d'autres partis politiques, qu'on ne peut rien faire ou qu'il ne faut rien faire. Au contraire. La question du handicap, elle est extrêmement importante, déjà parce qu'on a à peu près 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France, un peu moins de 90 millions au sein de l'Union européenne, autour de 450 millions d'habitants, et donc on peut faire tout un tas de choses. D'abord, dans un ensemble de politiques européennes qui existent, que ce soit pour la jeunesse, et je vais faire le lien avec 2 thèmes de ce soir, le programme Erasmus n'est pas encore suffisamment adapté, Erasmus+, pour les personnes en situation de handicap. On voit qu'il y a une mobilité qui n'est pas suffisante des jeunes qui doivent en bénéficier. Il y a d'autres questions sur Erasmus, mais ça c'est une question principale, la question de la recherche aussi. Donc une de nos priorités au sein des Républicains, ça a été le cas au cours de la dernière mandature, et ce sera le cas de 2024 à 2029, ce sera que cette question du handicap, elle accompagne le maximum de politiques européennes. Donc politique pour la jeunesse, évidemment, c'est ce dont il est question ce soir, politique de la recherche également, politique des transports, et il faut que cette question, elle soit partout, elle soit présente partout. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on est un parti qui défend la débureaucratisation, le moins de normes au niveau européen, le principe de subsidiarité, le fait que l'Europe ne doit pas s'occuper de tout. Il n'empêche, sur ces questions de handicap, on pense qu'il y a des bonnes normes. Il y a des normes qui sont utiles. Il y a des normes notamment sur l'accessibilité dans les transports, l'accessibilité pour les trains. Je donne quelques exemples qui me passent par la tête, où l'Europe peut avoir un intérêt au niveau national. Et puis, dans le cadre de l'Europe des projets qu'on défend, plutôt qu'une Europe des normes, il y a des financements européens, des fonds européens qui peuvent être mobilisés pour faire en sorte que la stratégie européenne 2021-2027 qui est en train d'être mise en œuvre, qui n'a pas suffisamment de moyens, à notre sens, et que ces 3 objectifs soient atteints. Le premier objectif, c'est que la liberté de circulation soit une réalité pour les personnes en situation de handicap partout dans l'Union européenne. Le deuxième, c'est l'autonomie. Il faut qu'il y ait une véritable autonomie. Et le troisième, c'est l'absence de toute discrimination. Et ce sont 3 objectifs qu'on partage pleinement au sein du PPE et des Républicains. Et je m'arrête. Voilà, on l'a dépassé un petit peu, mais c'était clair. À vous de poser vos questions.
Merci beaucoup pour cette intervention. On est content de savoir que le handicap sera pris en compte de manière vraiment 360. Merci de l'avoir précisé, puisque on a été assez peiné de voir que le mot handicap n'apparaissait pas du tout dans le programme des Républicains. On va commencer par des questions générales et je vais rebondir sur cette Europe des normes que vous aviez mentionnée. Ces normes, elles existent. On pense au RG2A, on pense au bâti. Que faire pour qu'elles soient mieux appliquées pour nous dans notre quotidien de jeunes en situation de handicap? Alors, pour rebondir sur ce que vous dites, le programme inclut 59 propositions. Il y a quand même des propositions sur la jeunesse. On n'a pas développé la situation du handicap. Néanmoins, ce sont les principales propositions. C'est écrit d'ailleurs dans le document. On a d'autres propositions et je suis ici pour vous en parler. Sur l'application des normes, pour nous, il faut que l'Union européenne fixe des objectifs. Après, c'est aux États membres de les mettre en place. Et c'est le rôle de la Commission européenne, qui est gardienne des traités, qui doit faire appliquer le droit européen, de faire en sorte que ces normes soient appliquées. Et si elles ne le sont pas, on est tout à fait favorable à ce que l'Europe, la Commission européenne, passe par évidemment une phase où elle intervient auprès de l'État membre en lui disant attention, là la France, vous n'appliquez pas les normes européennes de manière à être plus inclusif pour les personnes en situation de handicap. Et après, il faut également penser à des situations de sanctions, y compris financières, si jamais ce n'est pas le cas, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres politiques publiques. Voilà, donc on a des objectifs qui doivent être mis au niveau européen, une vision à 360, je l'ai dit, vous l'avez rappelé, sur l'ensemble des politiques européennes et des programmes européens où il faut prendre en compte le handicap. Et enfin, c'est aux États membres, sous le contrôle de l'Union européenne, elle le fait d'ailleurs dans d'autres secteurs, elle ne le fait pas suffisamment, à notre sens, pour les politiques d'endettement et de déficit public, d'y veiller. Désolé, j'étais trop long. Non, je vous aurais prévenu, ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être une toute petite précision. Oui, juste précise, on a travaillé ensemble avec Aurélien, donc je laisserai les jeunes poser les questions. Voilà, il ne peut pas intervenir comme il l'a fait sur certains débats. On se connaît un petit peu. On a pu se croiser, voilà. Donc on passe à la suite, Baptiste. La mobilité internationale constitue une expérience enrichissante et valorisante pour les étudiants. Cependant, certains étudiants en situation de handicap abandonnent leur mobilité par manque de continuité de leur aménagement études vie quotidienne dans les pays d'accueil. Que proposez-vous pour améliorer la mobilité européenne des étudiants en situation de handicap? Alors, la mobilité européenne, elle repose beaucoup sur le programme Erasmus+, qui aujourd'hui a fait un peu l'unanimité au sein des formations politiques que vous allez recevoir ce soir. Ça n'a pas toujours été le cas. La personne qui m'a précédé n'a pas toujours défendu le programme Erasmus+, bien au contraire. Il faut, au sein d'Erasmus+, que les aides à la mobilité soient plus importantes pour des jeunes qui sont en situation de handicap que peut-être pour la normale, j'ai envie de dire la majorité, de manière à les aider davantage à ce qu'ils ne renoncent pas à cette mobilité. Parce que vous avez tout à fait raison, tout le monde doit pouvoir, s'il le souhaite, et c'est dans notre programme pour les élections européennes, accomplir une mobilité, quelle que soit sa formation, et en particulier si le jeune est en situation de handicap. Ensuite, il faut impérativement sensibiliser, Erasmus c'est pas mal sur les universités, mais ça concerne aussi les entreprises, au fait que cette mobilité doit aussi passer et être mis à disposition des jeunes en situation de handicap. Donc il faut que dans le programme Erasmus+, il y ait ce volet qui est pour l'instant, à notre sens, pas suffisamment pris en compte. Merci pour ces réponses à ces questions plutôt générales. Là, on va passer sur des questions qui reposent sur votre programme et comme vous l'avez mentionné sur le volet jeunesse. Vous parlez notamment d'un stage de sensibilisation aux enjeux de défense, un stage de 2 mois qui ouvrirait des possibilités d'ailleurs d'accès à la bourse. Qu'en est-il des personnes qui, de par leur situation, donc handicap ou précaire, ou les deux, n'auraient pas accès à ce stage qui, dans votre programme, vous dites est un bon vecteur de développement? Alors,
c'est un point du programme sur le fait que l'Europe doit se réarmer. Donc face aux menaces auxquelles vous faites allusion, effectivement, on propose que chaque jeune Européen ait cet accès à une formation sur les questions de défense, puisqu'on voit aujourd'hui que l'Europe est menacée par des puissances prédatrices. On pense évidemment à la Russie, avec la guerre sur le territoire ukrainien, l'agression de la Russie à l'égard de l'Ukraine. Et donc il faut aujourd'hui que les questions de défense, on a pensé pendant longtemps avec les dividendes de la paix qu'on était à préserver de cette situation-là et des conflits au sein de l'Europe. On voit que c'est plus le cas. Et il y a énormément de jeunes, quand on regarde les enquêtes d'opinion en France et en Europe, qui sont très en demande et qui ont envie de se former aux questions de défense. Alors tout le monde ne va pas être envoyé en opération extérieure ou s'engager, mais pour nous, il faut qu'il y ait une forme de cohésion au niveau des États européens, et après ce sera aux États membres, dans le cadre du principe de subsidiarité et d'adaptation, de mettre en place ces stages. Il ne va pas être uniforme entre la France, la Belgique, etc. Néanmoins, vous avez raison de poser la question, il sera inclusif. Donc on fera en sorte, et vous avez raison de demander à ce qu'on le précise, que ce soit possible pour des personnes en situation de handicap d'y avoir accès. Merci beaucoup. Et je vais passer la parole à Baptiste. Seul Rome propose des plans en braille dans les gares et une synthèse vocale qui annonce les stations dans les métros en Italie pour les personnes en handicap situation visuelle. Ne serait-il pas nécessaire d'aider les pays à mettre en place des plans en braille dans les gares, les métros, les arrêts de bus, de RER, les trams et les tramways, ainsi que la synthèse vocale dans ces transports en commun? Alors en termes d'accessibilité, en particulier en France, vous avez raison de le mentionner, on n'est pas du tout au niveau. Aujourd'hui, il y a moins de 50% des gares, sans parler des métros. À Paris, il y a une seule ligne qui est vraiment accessible ou qui peut être considérée comme accessible pour les personnes à mobilité réduite ou qui sont en situation de handicap. C'est pas du tout suffisant. Et là, l'Europe peut intervenir. Alors pas forcément par le volet des normes, sur lequel on a développé un petit peu notre programme, mais sur l'accompagnement financier pour aider les États membres à rendre un maximum de gares accessibles. Dans le programme des Républicains et du Nouveau Centre, on a un grand plan ferroviaire où on pense qu'il faut miser beaucoup sur le ferroviaire, à la fois sur les lignes à grande vitesse, sur l'interconnexion entre les États membres et sur ce qu'on appelle les transports, la mobilité quotidienne de tous les jours, donc sur des petits trajets, parce que le ferroviaire est peu émetteur de gaz à effet de serre et très efficace. Et dans ce plan, ce qu'on prévoit, c'est, donc il doit être financé au niveau européen, c'est également l'aménagement des gares, l'aménagement de toutes les infrastructures, de façon à mettre des crédits à la disposition des États membres pour faire ce que vous êtes en train de préconiser, c'est-à-dire des plans en braille ou des annonces vocales, de façon à ce que tout le monde puisse être intégré dans les transports. Et du coup, je me permets de rebondir sur cette question qui est aussi dans la continuité de la question sur Erasmus+. Comment prendre en compte les différences finalement entre les pays qui constituent l'Union européenne, que ce soit pour la mobilité internationale ou intranationale? Vous voulez dire les différences en termes d'accueil ou en termes de politique nationale pour les personnes en situation de handicap ? Donc sur la question des transports, est-ce qu'il y a besoin de mentionner de l'harmonisation? Est-ce qu'il y a comment faire fi ou utiliser ces différences? Il faut prendre l'Italie, c'est un bon exemple. Il y a des choses sur lesquelles l'Italie le fait pas très bien, mais sur les transports, en tout cas, vous avez cité Rome. Il y a certaines villes italiennes qui sont en avance. Donc, il faut essayer de se rapprocher de ces standards-là en essayant d'avoir une convergence vers le haut entre les États membres. Mais on pense surtout que ça va passer par un appui financier. On n'est pas pour un développement trop important des normes, même si dans le secteur de l'adaptation et de l'inclusion,
ces normes sont utiles, à la fois dans les entreprises, pour qu'il y ait des recrutements, on n'en a pas encore parlé, on va peut-être en parler, de personnes en situation de handicap, de façon à accélérer les choses. Et donc on a certains États membres, mais il faut aussi que l'Europe serve de partage d'informations. Dans le programme, on a l'idée d'un observatoire européen sur les besoins des personnes en situation de handicap qui pourrait être mis en place avec la Commission européenne de façon à partager les meilleures pratiques. Et pour nous, le niveau européen est très important de manière à s'inspirer de ce qui marche le mieux dans les autres États membres pour les mettre en place chez nous. Donc j'imagine que sur cet observatoire, vous allez vous baser sur des consultations, sur des aspects terrain. Tout à fait. Donc, les associations, il y a plusieurs associations qui organisent ce débat ce soir et ça me donne l'occasion de les remercier. C'est une thématique extrêmement importante qu'il faut mettre en valeur dans le cadre des élections européennes. Et évidemment, cet observatoire sera en lien avec les représentants de la société civile, les entreprises, de façon à faire en sorte d'influencer au mieux les décideurs publics partout en Europe. J'avais une autre question qui vient aussi de votre programme qui concerne la recherche. Dans votre programme, et là vous l'avez aussi mentionné ce soir, vous avez mentionné toutes ces questions de recherche, si j'ai bien compris, plutôt avec le point de vue de l'armement. Mais nous, personnes en situation de handicap, sommes acteurs et sujets de cette recherche. Comment est-ce que vous voulez justement encourager cette émulation entre le monde du handicap et la recherche ? Alors la recherche fait partie des grands projets européens sur lesquels pour résumer un petit peu notre programme en quelques mots, on veut plus d'Europe là où elle a une valeur ajoutée pour les citoyens et moins d'Europe là où elle n'en crée pas, où on pense qu'il faut laisser de la place aux États membres également, mais pas qu'aux États membres, aux collectivités territoriales, aux régions, aux communes, aux départements. Et la recherche, c'est vraiment un sujet sur lequel on voit que l'Europe est utile. Elle l'a prouvé par le passé. Il y a d'autres sujets, il y a l'espace, il y a les transports, on vient de le dire. Et au sein de la recherche, il y a le programme Horizon Europe qui marche bien, sur lequel, comme je l'ai dit au début de mon propos, il faut qu'il y ait un pan d'Horizon Europe qui soit consacré à cette thématique du handicap, avec des fonds dédiés dans cette politique européenne sur cette question-là. Donc on a aussi un grand plan santé avec de la recherche sur des grandes pathologies qui touchent l'ensemble des Européens. Et c'est en ce sens, pour nous, qu'il faut faire en sorte de lier la recherche, qui est extrêmement importante, de manière à faire évoluer de manière positive dans les années à venir la situation quotidienne des personnes en situation de handicap. On est le parti de l'innovation. On croit beaucoup en l'innovation également pour résoudre la question du réchauffement climatique. Et voilà. Est-ce que je me permets de rebondir avant de repasser ensuite la parole à Baptiste. Formellement, du coup, vous parlez de peut-être mobiliser des fonds en faveur de la recherche du coup sur la santé, sur le handicap. Comment est-ce qu'on peut mieux inclure les personnes en situation de handicap ? Par exemple, les chercheurs en situation de handicap, les jeunes qui font partie du monde de la recherche. Est-ce que justement, Horizon Europe, les financements de la recherche internationaux peuvent être une clé ? Bien sûr, mais il faut que ce soit une priorité politique. Et je pense que c'est le sens du message que moi et que les Républicains, que notre liste veut vous faire passer ce soir, c'est que c'est une priorité politique pour nous. Et donc, à partir du moment où on a une priorité politique, on définit des objectifs, on consulte, on le fait dans le cadre de cet observatoire, et à partir de là, il faut maximum de politiques publiques européennes et cette priorité politique bien en vue au cours du prochain mandat et que la Commission européenne s'y attaque. Il y a une stratégie actuellement 2021-2027. Il y a des choses qui existent au niveau européen qui sont utiles. Il faut faire en sorte de faire mieux et de faire plus. Et il faut en parler, ce qu'on fait ce soir. Dans certains cas, dans certains pays, le vote est autorisé au moins de 18 ans, comme en Autriche. Dans certains pays, c'est autorisé le vote au moins de 18 ans, à certains cas, et aux 18 ans, comme en Allemagne. Et dans certains cas, dans certains pays, c'est autorisé au moins de 18 ans, comme en France. N'aurait-on pas besoin d'un âge commun pour le vote dans l'Union européenne ? Non, c'est pas
pas quelque chose. Nous, on est opposé à la majorité à 16 ans. On pense que la majorité à 18 ans, c'est une bonne chose. Et on n'a pas forcément besoin de tout harmoniser dans l'Union européenne, comme je le disais. Il faut laisser de la place aux États membres, il faut les laisser décider un certain nombre de choses. Le mode de scrutin n'est pas tout à fait le même également aux élections européennes entre les États membres. J'en profite pour dire que nous sommes opposés aux listes transnationales. On pense au contraire qu'il faut davantage régionaliser le scrutin européen de manière à rapprocher l'Europe et les représentants au Parlement européen, les députés européens des citoyens. Donc non, pour répondre de manière très précise à votre question, on n'a pas forcément besoin d'une majorité qui soit exactement la même dans tous les pays d'Europe. On est unis dans la diversité et il faut aussi chérir cette diversité entre les États européens. Pour rebondir sur le vote dans les différents pays européens, on sait qu'il est différent, ces modalités ne sont pas les mêmes et ne sont pas toutes accessibles pour des raisons qui dépendent du pays. Vous dites que ça ne vaut pas forcément le coup d'harmoniser dans tous les cas. Peut-être que dans ce cas-là, ça vaut le coup. Sur quelle modalité? Est-ce que vous pouvez vous exprimer là-dessus? Alors, quand je disais qu'il ne fallait pas harmoniser, je pensais au mode de scrutin. En revanche, l'accès effectivement au bureau de vote, au suffrage, notamment pour les personnes en situation de handicap, doit être assuré dans tous les pays de l'Union européenne. Et ça, c'est le fait de pouvoir participer à la vie démocratique pour tout citoyen, quelle que soit sa situation. Et pour Vous avez des actions concrètes, par exemple? Oui, c'est l'adaptation des bureaux de vote, faire en sorte que le personnel soit formé, et que c'est ce qu'on fait déjà au sein des communes en France, on ne le fait pas suffisamment. C'est la capacité de pouvoir aller voter, de se déplacer, de faciliter les procurations, des exemples très concrets, de manière à ce que chacun puisse exprimer son suffrage aux élections européennes et aux autres élections, que ce soit des élections locales ou nationales. Il reste à peu près 3 questions. Merci Josquin. Du coup, peut-être vous avez mentionné le sujet de l'emploi, de l'embauche. Nous, qui sommes des jeunes en situation de handicap, on souffre de 2 discriminations à l'emploi. Qu'est-ce que vous et qu'est-ce que l'Europe a à proposer pour nous, finalement? Alors, la politique en matière d'emploi, elle est beaucoup mise en place au niveau français, au niveau national. Donc l'Europe ne peut pas s'occuper de tout, on l'a dit. Néanmoins, vous avez des fonds européens qui financent des formations. Et le grand principe qu'il y a au niveau européen, ce sont souvent les cofinancements. C'est-à-dire que vous avez besoin de cofinancements européens et de financements nationaux pour financer un certain nombre de formations. On pense que la formation, le fait de se former quand on est jeune, est crucial. En plus, on a des révolutions extrêmement importantes avec l'intelligence artificielle qui arrive, mais pas seulement. Le marché du travail évolue tout le temps. Et ce qu'on aimerait bien faire, nous, au sein des Républicains, c'est faire sauter ce cofinancement et faire en sorte que pour les jeunes en situation de handicap, on puisse avoir des financements complètement financés par l'Europe, par exemple, de manière à faciliter les choses et à faire en sorte qu'il y ait un accès à la formation qui soit plus important. Voilà un exemple concret. Une question du public à l'extérieur qui revient, c'est comment l'Europe peut utiliser des leviers pour rendre la culture accessible. Par exemple, 8% des livres sont en braille. Le sujet a été abordé la dernière fois en 2012. Eh ben, il y a des fonds européens qui existent donc en matière de politique culturelle. Comme je le disais, pour les transports, il peut y avoir un plan européen des transports qui est mis en place pour adapter les gares, adapter les modes de transport et les rendre plus accessibles. On peut très bien imaginer, dans le cadre de politiques européennes qui prennent la question du handicap à 360 degrés, que ces fonds européens, dans le cadre de la politique culturelle, soient utilisés pour aider les États membres, même si, à mon sens, cette traduction, cette mise à disposition doit surtout être mise en place d'abord au niveau français. Il y a énormément de choses à faire. On consacre à peu près, grosso modo, 2% de notre politique, 2% de notre PIB à cette question du handicap. Il y a des pays européens qui font beaucoup plus en termes de moyens. Et on peut très bien dégager des fonds pour faire en sorte que ce soit davantage accessible. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question? Oui, pour l'heure, oui. Dans ce cas-là, je vais vous demander d'élaborer un petit peu sur les fonds que vous mentionniez en ce qui concerne la formation pour les étudiants en situation de handicap. Alors, si j'ai bien compris, vous voulez dédier des fonds
aux jeunes en situation de handicap. C'est une démarche, je dirais, d'accessibilité. Nous, on essaye en général de parler plutôt d'inclusivité. Vous l'avez mentionné aussi ce soir. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux donner ces fonds, cantonner ces fonds à des établissements qui se rendent inclusif plutôt que de séparer les jeunes en situation de handicap des autres? Les deux ne sont pas incompatibles. On peut très bien faire les deux. On peut très bien, sur les bourses Erasmus+, donner un petit peu plus pour les jeunes en situation de handicap. Et puis également accompagner les universités. Mais il n'y a pas que les universités. Le programme Erasmus+, il est beaucoup plus inclusif que ça. Il concerne les entreprises. On a tout un pan de notre programme qui concerne l'apprentissage. Il n'y a actuellement que 2% des apprentis qui bénéficient de mobilité. Il faut aller bien au-delà et c'est dans ce qu'on propose. Donc pour moi, les deux ne sont pas incompatibles du tout. On peut très bien faire en sorte, dans le cadre d'une priorité politique au niveau européen, et je m'arrête, de faire les deux en même temps. Encore une petite dernière. Si on a le temps. Donc là, vous disiez que oui, le programme Erasmus est plus riche que simplement les universités. Comment est-ce qu'on peut, au-delà de l'étudiant, de manière plus globale, encourager la mobilité de l'étudiant ou du jeune en situation de handicap, plus dans son environnement, peut-être sa vie quotidienne aussi, plutôt que juste de lui donner ponctuellement plus d'argent? Non, bien sûr. C'est pas qu'une question d'argent, c'est pas moi que vous allez faire dire ça, mais il y a la question aussi de mettre la mobilité au cœur du parcours scolaire. Le programme Erasmus, traditionnellement, concerne que les étudiants. On propose également de le faire aller sur des âges plus jeunes. La question de la mobilité, l'envie de mobilité doit se développer pour nous quasiment dès l'école primaire ou au tout début de la 6e. Et il faut que le programme Erasmus s'agrandisse. Il s'agrandit depuis sa création à la fin des années 80, mais il doit concerner des publics de plus en plus jeunes, d'autres publics, pas que les étudiants et les apprentis, je le disais. Et donc il faut faire en sorte que le programme Erasmus et que la question de la mobilité soit prise en compte de plus en plus. On est une famille politique qui a toujours défendu les classes internationales, les classes européennes. On s'est beaucoup battu. Donc, ils ont été, sous François Hollande, beaucoup amochés. Pour nous, il faut les remettre. Il faut faire en sorte que cette mobilité, cette envie de mobilité, soit développée le plus tôt possible dans le parcours scolaire. Et à partir de là, à mon sens, l'envie de mobilité va augmenter, à notre sens. Et ensuite vient la question du financement et de la manière de partir concrètement ailleurs en Europe. Voilà, on arrive à la fin. Il vous reste 1 minute 15 pour conclure et vous adresser à la salle et à celles ceux qui nous écoutent en ligne. Eh bien, écoutez, pour vous dire déjà que cette question du handicap est extrêmement importante pour notre famille politique, pour les Républicains. On est une famille politique qui, historiquement, s'est toujours préoccupée de cette question de l'inclusivité. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, le président Chirac, quand il était Premier ministre en 1975, a mis en place l'allocation adulte handicapé. Ensuite, en 2005, il y a eu une autre grande loi qui a été portée par notre famille politique. C'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important et fondamental. On le porte dans le cadre de ces élections européennes. C'est le message que je suis venu vous porter ce soir au nom de François-Xavier Bellamy, au nom de notre tête de liste et de l'ensemble de notre liste. On souhaite, même si, encore une fois, il faut respecter le cadre des États membres, il faut faire beaucoup de choses doivent être faites au niveau français. On a aussi des propositions au niveau national. C'était pas l'objet ce soir, mais je suis prêt à échanger avec vous, à rester quelques minutes après pour vous en parler. Au niveau européen, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a un cadre, une stratégie qui a été mise en place. C'est faux de dire, contrairement à certains candidats, j'ai pu l'entendre ce soir, que l'Europe ça sert à rien dans le cadre de cette politique. Au contraire, il y a beaucoup de politiques européennes qui peuvent être adaptées, que ce soit sur la recherche, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur la formation, et avec une inclusivité, un focus très important sur cette question du fait que notre société, à la fois au niveau européen, au niveau national, donne une place à chacun et fasse en sorte que chacun puisse s'accomplir, quelle que soit sa situation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite un très bon débat.
Merci Voilà. beaucoup. Ce sont les applaudissements. Voilà, merci beaucoup. C'est la nouvelle méthode d'applaudissement à Sciences Po que je connais pas. Vous connaissez? Merci beaucoup Aurélien Caron, représentant de François-Xavier Bellamy. Merci à Gaël et merci à Baptiste pour les questions que vous avez posées. On arrive au bout. On arrive au bout de nos 2 soirées de débat. Nous avons interviewé 7 parties. Ce sera maintenant à vous de décider le 9 juin. Je crois que c'est toi Gaël qui conclut. C'est Hussein, j'appelle Hussein. Oui, pour c'est conclure. Hussein qui vient. Je précise avant quand même, je te remercie Geoffrey d'avoir été à mes côtés. Merci d'être venu ici, de nous avoir suivis en ligne. Et je rappelle aussi que vous pouvez retrouver ces 2 soirées sur endébat.fr. Elles sont en écoute pendant encore pas mal de temps si vous avez besoin ou louper des moments forts. Et c'est effectivement Hussein qui va clôturer ces 2 soirées. Donc, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. On présente des candidats, des jeunes et des animateurs. Encore une fois, grand merci aux jeunes d'avoir posé des questions. Et aussi également, merci aux candidats d'avoir joué le jeu. Donc, je pense qu'on peut les applaudir encore une fois. Je tenais également à remercier au public, et notamment à ceux d'entre vous qui ont posé des questions par mail ou par SMS et qui ont permis de faire de ces 2 soirées un vrai succès. C'était la 2e et la dernière soirée en débat. Merci à Sciences Po de nous avoir accueillis et à Erasmus pour le soutien financier. Je tenais également à remercier des associations organisatrices, à savoir 100% Dynamique, APDB, APHPP, pour cet événement qui a permis à nous, les jeunes en situation de handicap ou non, d'interpeller les 10 candidats aux élections européennes. Je remercie également les partenaires, à savoir CFPSA, High Level, l'ADAP, Unanime, les jeunes européens et le compte de la différence. Encore une fois, je reprends les mots de Gaël hier. On sait que les élections européennes, ce sont des élections boudées, et notamment par la jeunesse, alors que nous, les jeunes, on représente l'avenir. Donc, n'hésitez pas à aller voter le 9 juin. Merci à tous. Merci à Jean, FN, et Olivier à la technique. J'espère que je n'ai pas écorché un prénom. Merci à toutes et ceux qui nous ont aidés à préparer ces débats. Bonne soirée à vous et on vous remercie une dernière fois. Et à bientôt, merci. Au revoir. En débat 2024. En partenariat avec Erasmus+ et Sciences Po, à l'initiative des associations APIDV, 100% en dynamique et APHPP.